Bonjour, voilà une nouvelle petite interview Project Valiska. Cette fois, nous sommes avec Anaïs Marin, une des grandes spécialistes de la Biélorussie. Je peux te présenter comme ça? Oui, Noé. Bonjour. Bonjour. Et non, donc voilà, tu es un grand spécialiste de la Biélorussie et vu la situation actuelle, ce qui se passe lié aux dernières élections présidentielles où Loukachenko a été réélu, je sais pas si on peut dire ça, mais ses résultats plus ou moins vrais, à 80%. Et donc voilà, on va parler de ça ensuite, mais si tu peux juste te présenter un peu, parce que tu vis en Pologne depuis quelques années. Donc si tu peux présenter un peu ton parcours et comment t'en es arrivé à être la grande spécialiste de la Biélorussie. Oui, alors je suis politologue. J'ai fait Sciences Po Paris et ensuite un DEA, ça s'appelait encore à l'époque, d'études comparées de la transition démocratique dans l'Europe post-communiste. Et donc je me suis spécialisée d'abord sur la Russie. À l'époque, il y avait très peu de gens qui s'intéressaient aux autres pays de l'ancien bloc de l'Est, l'Ukraine, la Biélorussie, tout ça. Et c'est un petit peu par un concours de circonstances que j'ai été amenée à me spécialiser. J'étais en postdoc en Finlande, à Helsinki, il y a une dizaine d'années. Et Mhm. un think tank, donc l'Institut finlandais des relations internationales, cherchait quelqu'un pour travailler spécifiquement sur le Bélarus. C'était donc 2010, juste au lendemain des élections manipulées du 19 décembre 2010, qui avait été déjà à l'époque suivi par des manifestations, des répressions et l'instauration de sanctions. Donc il y avait un travail à faire en fait pour conseiller l'Union européenne sur quelles sanctions, quel type de sanctions adopter, lesquelles fonctionnent, comment faire céder un régime qui est très distinct de tous les autres parce que vraiment le désir de démocratie est complètement absent en fait du discours officiel et il n'y a même pas un semblant de faire semblant de faire des réformes. C'est juste des tactiques en fait pour aider Loukachenko à se maintenir en place. Et j'ai ensuite une bourse de mobilité de l'Union européenne pour venir en Pologne, où j'avais envie de venir pour des raisons personnelles. Et je suis arrivée donc en 2014, juste au moment de l'annexion de la Crimée, qui a complètement changé la donne pour l'ensemble de la région et en particulier pour le Bélarus, qui est un allié traditionnel de la Russie, mais qui tout à coup, les gens ont découvert, et même les autorités ont découvert que la Russie était capable de s'en prendre à un petit frère, donc l'Ukraine. Et il y a eu beaucoup de spéculations sur est-ce que le Bélarus pourrait être le prochain dans la liste. Et donc, comme il y a très peu de gens dans le monde qui s'intéressent au Bélarus, qui travaillent dessus, qui comprennent la langue, moi je l'ai apprise, j'ai assez vite été propulsée dans des sphères de décideurs politiques ou d'experts où j'ai eu l'opportunité d'apprendre déjà beaucoup de choses et puis aussi de moi-même d'avancer certaines idées. J'ai quand même visité le pays pas mal de fois. J'étais observateur électoral en 2008 et en 2010 pour l'OSCE. Et voilà, donc ça m'a propulsée dans ces sphères-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été ensuite nommée donc à l'automne 2018, donc il y a 2 ans, comme rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Bélarus. Voilà, et c'est ce qui me donne énormément de travail en ce moment, vu que la situation des droits de l'homme ne fait que se dégrader au Bélarus depuis plusieurs mois, et depuis une semaine en particulier. Mais c'est très prenant, et puis c'est un mandat, c'est-à-dire que c'est pro bono, c'est volontaire, c'est pas rémunéré. Et là, ça commence à me prendre quand même beaucoup de mon temps qui devrait normalement être consacré à la recherche et à la publication d'articles. Et là, je donne des interviews à peu près 3 ou 4 par jour, vu les enjeux et les problèmes. Bon courage, hein. Parce que ouais, il y a une question dans ta première, dans ce que tu présentes. Pourquoi tu dis Bélarus et pas Biélorussie? Si tu peux dire la différence des deux, c'est quoi? C'est extrêmement important et j'espère aussi en participant à cette interview que le message passera
aux autorités françaises qui font de la résistance en fait et qui refusent d'appeler le pays par son nom. Son nom, donc c'est la République du Bélarus. Depuis l'indépendance, depuis 1991-92, quand l'URSS s'est effondré et que le Bélarus est devenu un État indépendant avec un siège à l'ONU et dans d'autres organisations internationales. Et il y a une commission internationale de toponymie qui a enregistré le désir émis par les autorités de l'époque, quasi démocratique de 1991-92, que le pays s'appelle République du Bélarus, Białoruś. Et la France fait partie des très rares pays maintenant encore au monde qui continue à utiliser un terme qui est beaucoup plus, qui est politiquement en fait loaded, qui a une dimension politique, à savoir Biélorussie, c'est comme si on disait c'est la Russie blanche. On a le même Weißrussland en allemand, en suédois aussi, dans beaucoup de langues. Il y a cette idée que la Biélorussie, donc c'est la Russie blanche, c'est une partie de la Russie, de l'Empire russe, tout comme l'Ukraine, c'est la petite, c'est la Russie des marges, Ukraine, ça veut dire la frontière, et donc ça contribue à véhiculer cette image de ces deux pays, Bélarus et Ukraine, donc aux frontières occidentales de la Russie, comme étant finalement des prolongements de l'Empire russe. Et les Russes, en particulier, continuent d'utiliser délibérément le terme de Bielorussia ou Biélorussia pour insister là-dessus, sur le fait que ce sont trois peuples cousins, frères, qui viennent tous du même berceau de la Russie, kievienne. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus important d'utiliser le terme de Bélarus parce que ça permet de consolider la souveraineté du pays qui est menacée en fait par une nouvelle absorption par la Russie. Monsieur Poutine n'a jamais fait cacher ses intentions concernant la réintégration de l'espace post-soviétique. Et on a vu comment il a essayé de s'y prendre concernant l'Ukraine depuis 2014, même avant. Et du coup, aujourd'hui dire Biélorussie, c'est particulièrement offensant, pas seulement pour les autorités bélarusses qui demandent, l'ambassadeur à Paris, l'ambassadeur du Bélarus à Paris réclame régulièrement que il y a un geste qui soit fait soit par le ministère des Affaires étrangères, soit ça devrait peut-être passer par l'Académie française, ou je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France réforme sa façon de parler du pays, parce que ça a un impact, toutes les rédactions, des revues scientifiques, des journaux, les médias continuent d'utiliser le terme Biélorussie qui n'a pas lieu d'être. La Biélorussie, c'est la République socialiste soviétique de Biélorussie qui a existé entre 1900, les années 20, au moment de la création de l'URSS, et 1991, la fin de l'URSS. Il n'y a plus de Biélorussie aujourd'hui, la République du Bélarus. Et enfin, quand tu dis Biélorussie, donc Biélo, ça veut dire la Russie blanche, et Béla, ça veut dire quelque chose ou pas? Bielo, c'est comme en polonais, Biały, c'est blanc. Et Béla, ça veut rien. Béla, c'est juste il n'y a rien de spécial. Non, mais c'est le terme qu'ils ont choisi en fait pour distinguer, justement pour marquer cette césure par rapport à l'époque soviétique, pour signaler qu'ils étaient depuis 91 un pays indépendant. Donc c'est une jeune république post-soviétique, et c'est pour ça que c'était important aussi pour eux, et ça l'est d'autant plus maintenant, de ne pas utiliser le terme qui avait été finalement inventé par les soviétiques. La Pologne, par exemple, le pays où on est maintenant, ils sont à quel stade? Ah non, Białoruś, il y a aucun problème. Et il y a beaucoup de pays il y a beaucoup de pays qui sont à Bélarus ou? Ah oui, bien sûr. C'est quand même le terme consacré à au niveau des Nations Unies, donc c'est quand même important de suivre la ligne posée par la communauté internationale. Et il y a des tas de pays francophones qui ont adopté le terme Bélarus.
Mais la France et disons, sa sphère d'influence culturelle, linguistique, continue régulièrement d'utiliser le terme Biélorussie. Bah, je t'avoue, pour ma part, j'ai souvent entendu les deux. Et merci de cette explication. Je ne savais pas du tout ce qui se passait entre Biélorussie et Bélarussie. Donc, merci beaucoup. Il y a un Et autre donc, qui peut être intéressant, en fait, dans le prolongement de ça, c'est la question du drapeau. Parce que, comme tu as pu c'est ma question d'après. Vas-y, vas-y. pendant les manifestations, que les manifestants portent ce drapeau blanc, rouge, blanc, qui n'est pas sans rappeler le drapeau polonais. Bon, il y a une histoire commune qui me commente à l'époque où ce qui est maintenant le Bélarus faisait partie du Grand Duché de Lituanie, qui a été ensuite dans la Rzeczpospolita avec la Pologne. C'était le plus grand empire d'Europe au XVe, XVIe siècle. Et donc sur la symbolique du blanc, rouge, blanc, bon, c'est à peu près comme en Pologne, j'imagine. Mais ce qu'il y a, c'est que ce drapeau, donc c'était celui de la première république indépendante biélorusse qui a été établie en 1918 au moment de la guerre civile. Et donc quand ce territoire, qui était quand même aussi un début de nation, a pris son indépendance par rapport à l'Empire russe mourant, en 1917. Et donc, cette république indépendante, elle a existé pendant moins de 2 ans. Et ensuite, la république a été absorbée, en fait, dans l'URSS. Donc, elle n'a pas consolidé son indépendance comme l'a fait, par exemple, la Pologne au même moment. Ou la Finlande. La Finlande qui a acquis son indépendance aussi de l'Empire russe en 1917. Mais bon, le Bélarus plus proche et plus intégré peut-être à l'espace russe a été donc fait partie d'une république constitutive de l'URSS et à ce moment-là donc le drapeau blanc rouge blanc qui avait toute cette symbolique de rappeler en fait les liens avec la Pologne a été remplacé par un drapeau typiquement soviétique donc qui est rouge et vert avec une héraldique particulière rappelant tous les symboles des soviets et du communisme, etc. Et ce drapeau, il a été interdit en fait en 1991, au moment donc de l'indépendance du Bélarus par rapport à l'URSS. Ils ont rétabli le drapeau blanc-rouge-blanc. Ça a duré 4-5 ans, puisqu'ensuite, une fois que Loukachenko a été élu, en 1994, il a rapidement organisé un référendum avec, parmi les questions posées, voulez-vous revenir à la symbolique, l'hymne national, les armoiries, etc., finalement soviétiques. Et donc là, il a réimposé le drapeau qu'on voit aujourd'hui, qui est le drapeau officiel du Bélarus, qui est ce drapeau rouge-vert qu'on a vu dans les manifestations hier de soutien à Loukachenko. Mais et pendant très longtemps, jusqu'à en fait 2-3 ans, quelqu'un qui portait dans la rue ce drapeau, qui le mettait à sa fenêtre ou qui portait un t-shirt avec ce drapeau ou les armoiries, les paronias, un chevalier, quiconque portait affichait ça était considéré comme un opposant nationaliste et pouvait aller en prison puisque c'était un drapeau qui était littéralement interdit. Donc on voit le chemin parcouru quand on voit ces apparemment 300 000 personnes hier à Minsk et probablement autant dans le reste du pays, qui arborent fièrement ces couleurs blanc, rouge, blanc. C'est une volonté de rompre avec Loukachenko et aussi de consolider l'indépendance du Bélarus par rapport à la Russie, oui, par rapport à la Russie. Tu as commencé à travailler sur le sujet en 2010, c'est ça par rapport à la Biélorussie? Non, parce que Loukachenko, c'est la première élection, je crois que c'était en 94. Et est-ce que, on voit, donc voilà 2020, donc ça fait 26 ans après, on voit ce qui se passe dans ces élections-là. Est-ce qu'en 94, c'était considéré comme une élection vraiment gagnée par Loukachenko? Alors, 94, c'est la seule élection quasi démocratique qu'ait connue le pays
depuis son indépendance. Et Loukachenko est sorti du lot, s'est imposé au deuxième tour à la surprise de tous, parce qu'il avait un discours populiste qui accrochait bien avec la population à l'époque, qui était quand même dans une situation économique exsangue. Et lui, ancien directeur de kolkhoz, donc de ferme collective, avec son franc-parler un peu paysan, avait conquis le cœur des gens avec un slogan de campagne qui était de faire le ménage, de lutter contre la corruption. Il était élu au Parlement et avait lancé toute une campagne justement de lutte contre la corruption. C'est ça qui lui a permis de se faire élire à une époque où, surtout au regard de ce qui se passait en même temps en Russie, il y avait quand même des craintes que dans le cadre des réformes libérales économiques de l'époque, il y avait un risque d'avoir un système oligarchique de l'économie de marché sauvage, etc. Et ça, c'est un discours qui a pris pour les Bélarusses. Il a été élu avec une majorité certaine au second tour. Mais ensuite, il a donc un des deux référendums qu'il a organisé assez rapidement après cette première élection, c'était pour supprimer le nombre de mandats, supprimer la limite au nombre de fois où un président peut exercer le mandat de président. Donc c'était 2 ans d'après la Constitution. Et il a fait enlever cette limite, ce qui lui a permis de se présenter tous les 5 ans, donc depuis lors. Ah oui, ok. Et non, impressionnant ce qui se passe. Parce que pour revenir justement aux élections qu'il y a eu la semaine dernière, c'était donc Loukachenko qui était candidat à sa réélection et la candidate adverse, enfin je crois qu'il y avait 2-3 candidats adverses. La grande, c'était Svetlana Tsikhanovskaya, désolé de la prononciation. Donc, a été déclarée. Vas-y. Tsikhanovskaya. Ok, merci beaucoup. Et qui a été déclarée à 10%. Mais d'après ce que j'ai vu, avant qu'elle se déclare candidate, c'était son mari qui devait participer à ces élections. Il a été mis en prison en tant que... Enfin, voilà, il a été mis en prison. Si tu peux raconter un peu cette histoire et ce qui s'est passé. Alors, Svetlana Tsikhanovskaya, elle s'est retrouvée donc maintenant figure de proue de l'opposition, alors qu'elle-même, c'est pas une femme politique. Elle a 37 ans, c'est une prof d'anglais, mère de famille, qui en fait n'avait pas du tout envie de se retrouver à cette place-là, et c'est le hasard qui l'a amenée là. C'est qu'elle a été autorisée à concourir, alors que la plupart des autres candidats sérieux ont été de diverses manières écartés. Par Loukachenko au stade de l'enregistrement des candidats pour que il n'y ait pas d'adversaire solide. Et en fait, il a sous-estimé la candidature d'une femme. Il a une approche assez misogyne du pouvoir et il a, par exemple, dit que vous pouvez pas imaginer quelqu'un qui n'a pas servi dans l'armée, qui n'a pas fait son service militaire gouverner un pays. Donc il a laissé concourir pour regagner peut-être le vote de l'électorat féminin. Et au final, il s'est fait dépasser par elle, puisque d'après des comptes parallèles qui ont pu être faits, des estimations basées sur des protocoles de résultats envoyés par des bureaux de vote où le comptage des voix a été honnête, où ils n'ont pas triché, ils n'ont pas obéi aux ordres de la Commission électorale centrale de donner à Loukachenko 80%. Ils ont vraiment compté les bulletins de vote de façon transparente et sans triche. C'est ce qui s'est produit par exemple au bureau de vote qui était installé ici à l'ambassade du Bélarus à Varsovie. C'est en fait un chiffre inverse, c'est-à-dire qu'elle a reçu entre 60 et 80% des voix et Loukachenko n'a eu que entre 10, 15, 30%. Ce qui correspond, ce qui est de façon très réaliste, ça correspond à son rating électoral réel. On sait qu'il n'a pas le soutien de plus qu'un quart de la population. Ça, c'est difficile à prouver évidemment parce qu'il y a il n'y a pas d'institut de sociologie indépendant au Bélarus, il n'y a pas de sondage d'opinion indépendant qui peuvent être conduits. Donc c'est extrêmement difficile, mais on a différentes estimations. Il y a eu une fuite aussi au mois de juin d'un institut de sondage officiel
qui voulait sûrement pas que ça sorte, mais qui a révélé qu'en effet, sa cote de confiance à Minsk était de 24%. Ce qui, grâce à des calculs, des équations dont on sait qu'elles fonctionnent pour révéler la réalité des années précédentes, correspond à des intentions de vote de l'ordre de maximum 30% à l'échelle du pays. Voilà. Et Tsikhanouskaya, donc, elle s'est retrouvée dans cette position d'être finalement la challenger principale et maintenant donc la leader de l'opposition et potentiellement la présidente du Bélarus. Si on conteste la légalité de la réélection de Loukachenko, on doit aussi dire qu'elle est de facto la présidente du Bélarus. Bon, en exil maintenant, mais bon, elle aurait été élue. Elle s'est retrouvée à cette place parce que, donc, en effet, son mari a été jeté en prison en mai. Enfin, il a fait 2 séjours courts, puis ensuite ils ont fabriqué une affaire criminelle contre lui afin de le mettre derrière les barreaux pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc lui, il était devenu populaire dans le courant du mois de mars-avril. En tant que blogueur qui est allé au contact des électeurs, au contact de ses adhérents, des adhérents à sa chaîne YouTube et qui suivent son blog. Et il est allé visiter, il a fait le tour du pays. Et c'est seulement après sa première arrestation, pour avoir organisé ce qui était considéré, la législation bélarusse, c'est considéré comme des manifestations illégales. Il faut avoir des autorisations, c'est très compliqué d'organiser une assemblée pacifique au Bélarus, même si c'est pacifique, c'est très rare d'avoir l'autorisation. Et donc, le fait qu'il aille comme ça au contact de ses suiveurs et que ça provoque des attroupements dans les lieux publics qui ont été dispersés par la violence, par les forces de sécurité, ça lui a donné tout à coup l'envie du coup de se présenter aux élections présidentielles, puisqu'il a vu qu'il avait un soutien, qu'il y avait des gens qui répondaient positivement au slogan que lui avançait, qui était on en a marre d'avoir peur, on en a marre des mensonges, on veut des élections libres, il y en a marre de ce dictateur. Et il a un langage très 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 franc et qui parlait à beaucoup de monde, et donc il était très populaire pour les jeunes, les couches populaires, etc. Et il a réuni, dans les élections biélorusses, en fait, il faut, pour être candidat, il faut réunir au minimum 100 000 signatures d'électeurs pour pouvoir déposer sa candidature. Et lui en aurait réuni quelque chose comme 400 000. C'est ce que dit le staff de campagne. Loukachenko, il a du mal à arriver à un chiffre pareil lui-même. Il est obligé de forcer les gens à signer dans toutes les entreprises d'État pour avoir un chiffre pareil. Et la commission électorale a refusé donc ses signatures et sa candidature puisqu'il était en prison. Et du coup, sa femme, en l'espace de 15 jours, s'est reconvertie en candidate et s'est présentée à sa place. Et elle a réussi à avoir les 100 000 signatures. Voilà, elle avait déjà les 100 000 signatures, puisque ils avaient déjà des contacts. Il suffit de rappeler les gens et leur demander de signer sur une autre liste au lieu de voter pour lui, voter pour elle. Et ça c'était un moment très intéressant en fait en termes sociologiques, parce que déjà dès le mois de avril-mai, il y avait si on peut dire, des manifestations au Bélarus, de protestations contre le pouvoir, puisque les gens osaient sortir dans la rue, ce qu'ils font jamais, par crainte des répressions, pour aller donner leur signature à des candidats alternatifs à Loukachenko. Et ça, c'est un droit constitutionnel, c'est prévu par la législation électorale, donc c'était difficile de disperser ces attroupements-là. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on a vu aussi d'autres candidats sérieux émerger, et ce qui de nouveau est un phénomène tout à fait nouveau pour la politique bélarusse, à savoir qu'il y a un candidat qui est un ancien ministre ancien ambassadeur, donc qui a été en fait un insider du régime, et qui avait
donc Valéry Tsepkalo, il s'appelle, et lui, il a eu le soutien il a eu beaucoup de signatures et un soutien marqué de pas mal de gens parmi la bureaucratie, parmi la nomenclatura. Donc c'était quand même comme une menace venant de l'intérieur pour Loukachenko. Donc lui, comme par hasard, la commission électorale centrale n'a pas validé les signatures. Ils ont considéré qu'il y avait trop de signatures invalides. Des signatures invalides, c'est quand il manque la date de naissance de la personne qui a signé, ou bien quand c'est écrit au stylo vert et pas au stylo bleu, enfin ce genre de trucs techniques. Donc lui, il n'a pas pu être enregistré, et ensuite il s'est enfui par crainte d'être jeté en prison aussi. Enfin, c'est assez facile d'être jeté en prison au Bélarus. Donc là, il est en exil. Et l'autre candidat le plus sérieux, en fait, c'était Viktor Babariko, qui est un ancien PDG de la banque Belgazprom-Bank, donc une filiale bélarusse de la fameuse banque Gazprom, donc qui est liée évidemment donc, à tous les intérêts du secteur gazier russe. Et lui, donc, c'est la première fois qu'un entrepreneur, un businessman, ose se présenter aux élections. Et alors lui, il a eu un soutien énorme. Lui, donc, il a aussi réuni quasiment 1 million de signatures. C'était évident qu'il était le challenger principal aux yeux de l'opposition et aux yeux des autorités. Et donc, ils lui ont trouvé une affaire de fraude fiscale, etc. Donc là, il risque, ça va être de l'ordre de 10 ans de prison. Donc, il est derrière les barreaux. Il n'a pas pu se présenter. Il y a eu un raid contre la banque en question. Il y a eu des arrestations donc, de plusieurs personnes de son équipe de campagne. Et le 16 juin, il a été interpellé. Et voilà, et maintenant, il y a quelque chose comme 4 chefs d'accusation, donc de crimes économiques. Et là, évidemment, on peut pas, quand on a un dossier judiciaire criminel, on peut pas concourir à une élection, ça c'est, on va dire, normal. Et du coup, donc lui et son fils ont été arrêtés. Et c'est aussi pour ça que, en fait, tous les gens qui s'apprêtaient à voter pour lui ont reporté leur vote, leur intention de vote, sur la seule candidate représentant réellement une opposition, réellement une alternative, puisqu'il y a aussi des opposants un petit peu, ce qu'on appelle dans le langage russe de la systemnaya opposition, donc l'opposition interne au système, donc tolérée par le système. Et du coup, c'est comme ça que donc Tsikhanouskaya a eu un soutien tel, parce que du coup, elle a galvanisé en fait les insatisfactions et les espoirs de beaucoup de gens, en particulier parce que donc elle a pas son seul programme, c'est de dire je resterai en place 6 mois, le temps d'organiser de nouvelles élections, cette fois libres, justes, équitables, transparentes, et qui seront acceptées comme légitimes par la communauté internationale. Ok. Non, merci pour ce bel panel historique et tout ce qui se passe. J'aurais bien une dernière petite question, si ça te va. Parce que je voulais, c'est quoi la situation d'un citoyen biélorusse en Biélorussie? C'est quoi la vie de tous les jours? Je veux dire, la liberté d'expression, les journaux que tu peux acheter, les voyages. C'est facile d'avoir des visas, ou comment ça se passe, la vie d'un Biélorusse? Alors, après 26 ans donc, de dictature, on peut dire que le régime bélarusse est consolidé, c'est-à-dire que c'est un régime autoritaire consolidé, centralisé, personnaliste, avec un autocrate qui contrôle absolument toutes les nominations des juges, nomination des personnels dans les entreprises, etc. Et il n'y a pas donc les Bélarusses ne peuvent pas jouir de leur droit à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'association, créer un parti politique. Il n'y en a aucun qui a été créé depuis plus de 15 ans. Chaque fois, c'était refusé. La liberté donc de réunion pacifique, en fait, de pouvoir manifester dans les rues. C'est quand même un droit reconnu par le droit international des droits de l'homme. C'est dans diverses conventions internationales, et toutes ces conventions sont systématiquement bafouées par le régime de Loukachenko. La peine de mort existe toujours au Bélarus.
C'est quand même le seul pays du continent qui l'applique. Il n'y a pas de système indépendant de justice. L'indépendance des juges et même celle des avocats n'est pas garantie. C'est un système qui est extrêmement basé aussi sur le contrôle. On estime de l'ordre de 10%, enfin, dans une grande entreprise, il y a un employé sur 10 qui est donc un informateur, plus ou moins ouvertement payé par le KGB, donc plus ou moins un informateur du KGB ou tout simplement un agent de contrôle, donc de l'état d'esprit du collectif de travail. Parce que donc il y a toute la rhétorique soviétique, elle est toujours là. Hein. En fait, quand on voyage au Bélarus, c'est comme un voyage dans le temps. On a l'impression d'aller en URSS. Ça n'a pas vraiment changé. Enfin, Lukashenko a fait en sorte de figer ça. Juste par rapport à ce que tu dis, c'est, enfin, parce que voilà, en vivant à Varsovie comme toi, il y a quand même, enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup, je peux pas décompter, mais je sais il y a plusieurs Biélorusses à Varsovie. Est-ce que c'est facile, enfin, est-ce que c'est facile ou complexe de trouver un visa pour aller vivre à l'étranger? Parce que vu la situation que tu décris en Biélorussie, enfin, ça doit être, je pense que beaucoup de personnes ont envie de partir de là-bas. Alors, beaucoup de personnes ont envie de partir. Beaucoup de personnes sont parties au tout début aussi parce qu'il y a quand même une minorité juive et importante au Bélarus. Donc, il y a beaucoup qui sont partis en Israël ou en Amérique. Il y a c'est pas facile de partir dès lors que le système a cette spécificité héritée de l'époque soviétique où on peut en fait c'est pas vraiment assigner quelqu'un à résidence, mais vraiment limiter sa liberté de mouvement et de quitter le pays. En fait, on lui confisque son passeport. Par exemple, tu as resquillé dans le bus, t'as pas payé encore l'amende, tu es sûr que tu peux pas passer la frontière pour quitter le pays. Pour une amende de bus. Donc ça va. Après, évidemment, si tu es un défenseur des droits de l'homme, etc., et qu'on veut t'embêter, on peut faire la même chose, t'empêcher de prendre l'avion pour aller à une conférence à l'étranger, etc. En revanche, une réalité, c'est que aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années, depuis au moins 3 ans, les Bélarusses sont la nation au monde qui a le plus de visas Schengen par habitant. C'est-à-dire que alors, c'est difficile de savoir si c'est toujours les mêmes personnes qui reçoivent ces visas ou et donc ça accumule. On parle de nombre de visas délivrés, on parle pas forcément de nombre de personnes qui ont bénéficié d'un visa. C'est la distinction. Mais quand même, ils peuvent relativement facilement aller par exemple dans l'Union européenne. Et ça, c'est essentiellement grâce à une politique affirmative action de la part des Polonais, des Lituaniens, d'un certain nombre de pays qui veulent soutenir les aspirations démocratiques des Bélarusses et qui donc leur donnent l'opportunité de venir à l'étranger, d'en venir étudier à l'étranger ou travailler, etc. Et qui, dans ce cadre-là, donne aussi accès à des visas à un tarif réduit. Parce que la Pologne, par exemple, accorde systématiquement des visas gratuits, en particulier aux titulaires de la Karta Polaka, c'est-à-dire des gens qui sont en fait des descendants de Polonais. La frontière a bougé, les gens ils sont nés à un endroit, ils étaient polonais à une époque, maintenant ils sont bélarusses, mais bon, ils sont ethniquement polonais, ils sont catholiques, les personnes en particulier donc à l'ouest du pays, et eux, avec la Karta Polaka, ils peuvent avoir facilement un visa d'1 an, un visa de travail délivré gratuitement. Et donc, on voit que les Bélarusses peuvent quand même sortir et sont assez mobiles malgré les obstacles, à savoir que pour un Bélarusse lambda, le visa, jusqu'à il y a très peu de temps, coûtait 60 €, voire 80 € depuis l'augmentation des tarifs. Et ce qui était en fait comme une double peine pour les Bélarusses qui sont... Quand tu dis 60-80 €, ça représente quoi par rapport au pouvoir, enfin par rapport au salaire local? Ça représente quoi? J'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'avec du fait de la crise actuelle, le pays est en récession, donc
le salaire moyen doit être de l'ordre de 500 euros par mois. Ouais, ok. Donc, Ouais, ouais, c'est un bon pourcentage. Ouais. c'est rédhibitoire. Mais les amendes que prennent les gens quand ils font une manifestation non autorisée, c'est du même acabit. Ça prend aussi c'est aussi des, voilà. Donc bon, quelque part, c'est un peu une double peine pour ces gens qui ont déjà une vie quand même difficile à l'intérieur du pays, difficile dans le sens qu'ils peuvent pas profiter de leurs droits et libertés fondamentales. Leurs Ok. droits de l'homme, droits civiques, droits politiques, droits culturels. Une performance par un artiste dans la rue, dans le métro, qui provoque un attroupement, ça peut être considéré comme une manifestation illégale, et donc la personne peut être condamnée donc à une amende ça peut être de l'ordre de 100 euros et 15 jours de détention administrative. Quand il sort de détention, il a été absent au travail pendant 15 jours, il n'est pas forcément réembauché. De toute façon, les contrats dans les entreprises d'État, ou les contrats avec, quand tu es professeur d'université, etc., c'est des contrats d'1 an renouvelables éternellement. Donc, tu as toujours le risque de ne pas retrouver ton boulot, d'être viré. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi dans ce sens-là. Tu as fait 15 jours de détention administrative. Tu as laissé tes enfants livrés à eux-mêmes ou ils ont été confiés à une grand-mère. Pendant ce temps-là, les services sociaux vont les prendre sous leur protection. Dans ces fameux centres de protection de l'enfance, on a des cas de torture, de traitement inhumain, etc. C'est utilisé comme un outil, surtout c'est un outil de pression sur les parents, en fait. Donc une autre manière de limiter la liberté d'expression. Quand tu es journaliste ou blogueur d'opposition, c'est quelque chose qui peut facilement t'arriver. Oui. Et tout ça, ça constitue quand même un ensemble de violations des droits de l'homme qui justifie l'existence du mandat de l'ONU, donc qui existe depuis 2012, voilà, qui attire année après année l'attention de la communauté internationale sur les limitations structurelles, systématiques et systémiques à la liberté, aux libertés fondamentales et les violations des droits de l'homme répétitives qu'on observe dans le pays depuis toutes ces années. Mais est-ce que, je suis désolé, parce que ouais, ça dure un peu. Il y a question par rapport à ce que tu dis. Est-ce que c'est dans les lois enfin, tu vois, quand tu parlais d'un artiste qui crée je sais pas, une fresque ou je sais pas quoi, un spectacle et il crée un attroupement. Donc là, il peut avoir une peine de prison et une amende. Est-ce que c'est dans les lois, bélarusses, ou Bien est-ce sûr. que c'est un pouvoir ça? Non, c'est écrit dans le texte de loi. Bien sûr, la législation sur les médias, un autre exemple, c'est quand même assez parlant. Les médias en ligne sont responsables du contenu posté dans les commentaires. C'est-à-dire que, voilà. Et donc, c'est-à-dire que si tu as un commentateur, donc si tu le connais pas, ça peut être un troll, un provocateur, qui fait un commentaire qui contient, par exemple, quelque chose qui viole la loi sur l'extrémisme ou la loi luttant contre l'extrémisme, qui de nouveau est utilisée pour réprimer les opposants et non pas pour lutter contre l'extrémisme. Le rédacteur en chef de cette plateforme internet, de cette ressource internet, peut perdre la licence et le site être fermé par le ministère de l'Information sans décision de justice. Donc, ça c'est depuis 2 ans qu'il y a cet amendement à la loi sur les médias. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé les commentaires. Donc, il n'y a plus de débat public. Quand ils suppriment les commentaires parce qu'ils peuvent pas modérer, ils peuvent pas passer leur temps à modérer, surtout quand évidemment les trolls sont mobilisés pour faire des provocations. Ok, bon, ben, ça donne un état des lieux pas vraiment positif dans ce qui se passe, c'est vrai. Bon, non, bah, merci beaucoup pour cette. C'est l'optimisme, disons que ce qu'on voit depuis une semaine, cette révolution électorale. Ça montre que la population a vraiment envie, mais ça montre un état des lieux qui est quand même, qui est vraiment. Et les réformes qu'il faudra faire. C'est grave, quoi.
pour détricoter tout ce système et continuer à vivre, faire fonctionner l'économie, la société sans qu'il y ait des écarts, enfin des abus dans l'autre sens. Tout ça, ça va demander des réformes structurelles énormes, ce qui va être très difficile à faire pour un pays qui est en situation économique difficile et avec des relations diplomatiques difficiles avec tous ses voisins. Ok, et on va dire pour voilà une phrase de fin. Comment tu verrais l'avenir l'avenir, c'est la Bélarus ou le Bélarus? Le Bélarus, ou la République du Bélarus. L'avenir du Bélarus, comment tu vois ça? Personne ne peut faire de pronostics en ce moment. La situation est beaucoup trop fluide et incertaine. Moi, je garde l'espoir d'après surtout les images que j'ai vues de ces 2 derniers jours montrent que aussi, comme le régime est capable du pire en termes de répression, enfin les tortures, ce genre de choses, on a eu des témoignages vraiment glaçants. Mais la population bélarusse, elle est capable du meilleur et c'est ce qu'ils ont montré hier en particulier, donc dimanche 16 août, où ils se sont réunis donc dans les rues et de façon pacifique. Il y a eu aucun débordement et pour dire les gens nettoyaient les rues après eux. Il y a des gens qui passaient avec des poubelles parmi les manifestants, donc on est très très éloigné de l'image qu'on peut avoir de manifestations violentes, avec une violence qui s'en prend indistinctement au bien public, au fait de brûler des voitures, etc. C'est pas du tout dans la mentalité des Bélarusses et ils vont peut-être écrire une page de leur histoire et une page de l'histoire mondiale des mouvements sociaux s'ils réussissent cette révolution pacifique et si elle n'est pas écrasée dans le sang. Ok. Ben, bravo pour ce beau message de fin et cette belle interview. Superbe. Merci beaucoup. Merci à toi, Noé. Bonne continuation à Waliska. Ben, merci.